Donc, rebonjour, on va repasser à l'introduction et à la prochaine présentation. Donc, en rappel, la prochaine présentation est l'usage des données guidant l'ouverture et le format des données, des exemples en culture au Québec, présenté par Viet Cao, qui est directeur innovation et analytique de données à Synapsé, un organisme à but non lucratif qui aide le milieu culturel à décrire, comprendre et prévoir le monde à partir des données. Il est activement impliqué dans le monde activement impliqué dans les projets de développement de connaissances des publics par la valorisation individuelle et ou collective des données de partenaires culturels ainsi que des projets de recherche partenariale. Il supervise également le développement d'outils de gestion et d'analyse de données et participe au développement de formation à l'attention des acteurs des secteurs des arts et de la culture. Il s'intéresse particulièrement aux enjeux de gouvernance et de gestion de données. Jet, à toi la parole. Merci beaucoup, Philippe. Est-ce que ça marche? Merci. Merci beaucoup aux organisateurs et à l'invitation pour cette première pour moi. Du coup. Donc, sans plus tarder, donc on va parler de culture encore une fois. Frédéric en a parlé ce matin pour ceux qui ont assisté, également Tamini. Mais donc, si on parle d'œuvres en culture et en découvrabilité, les œuvres culturelles sont des contenus dont les données descriptives sont vraiment ouvertes et diffusées pour qu'elles soient à rencontre leur public. Et on peut définir la découvrabilité numérique qui se réfère à la disponibilité en ligne et à sa capacité d'être repérée par un vaste ensemble, par un internaute qui n'en faisait pas la recherche. Comment chercher quelque chose qu'on ne sait pas qui existe, d'une certaine façon. En culture, on conceptualise beaucoup 4 leviers sur lesquels agir, donc tout ce qui est promotion et marketing numérique à l'adresse pour les humains et tout ce qui est un petit peu plus référencement et où les données ouvertes et liées plus pour les entre guillemets machines. Et l'idée, c'est comment on peut créer des données pour jouer un petit peu sur tous ces leviers qui permettent cette fameuse découvrabilité et donc, encore une fois, une rencontre des œuvres avec leur public. Des exemples sectoriels, donc en art de la scène, par exemple, les descriptifs, ça peut être le titre, l'artiste, le créateur, le producteur, la date, également la discipline. On a besoin d'un ensemble de données pour trouver donc, la représentation. Un titre tout seul ne suffit pas, l'artiste tout seul non plus. Il faut une date, un lieu, un moment. Pour un livre également, c'est la même chose. Lorsqu'on cherche un auteur, il a produit plein de titres, d'œuvres. C'est vraiment la conjugaison de l'auteur, du titre, l'année d'édition, voire même du volume, de la tomaison, qui participe vraiment à trouver l'objet précis que l'on recherche. Donc finalement, la création des descriptifs en art en culture, c'est vraiment le fruit de tous les efforts de la chaîne de valeur. C'est vraiment donc au niveau de la création, lorsque la création existe, mais n'est pas encore matérialisée, ça peut être juste l'artiste et le titre. Lorsque c'est programmé, par exemple, on y ajoute une salle, une date, une heure. Et lorsque c'est vraiment donc, produit, et lorsque c'est programmé, là, on peut avoir d'autres données descriptives. Donc, on voit vraiment que dans le temps, des données s'ajoutent tout au long de la chaîne de valeur par différents acteurs. Et c'est la partie vraiment à créer donc, cet ensemble de données descriptives. Dans le schéma, la discipline est surlignée parce qu'effectivement, on peut avoir différentes façons de, par exemple, d'étiqueter un spectacle. Peut-être que le producteur voit ça comme un spectacle de musique. Peut-être que la salle elle-même va le positionner différemment par rapport à son audience. Surtout lorsqu'un spectacle, par exemple, va dans différentes régions, on va aller moduler en fait la définition pour pouvoir finalement rejoindre l'utilisateur final. Donc, on voit vraiment que dans le milieu en agriculture, en tout cas, l'ensemble des données descriptives résulte vraiment d'un effort sectoriel. Ce n'est pas une personne, un organisme qui fait tout, c'est vraiment la conjugaison d'un effort de tous. Et finalement, chaque acteur est un petit peu à la fois producteur et réutilisateur intermédiaire des données. Il la reprend, il s'en resserre, c'est moins d'efforts à produire. Finalement, on fait juste passer la donnée, soit au contraire, on va un petit peu la noter, l'ajouter, la bonifier. Enfin, finalement, lorsqu'on rejoint donc le ou les utilisateurs finaux, là, les publics au pluriel, c'est vraiment une exposition à cet effort cumulé de production et diffusion de la donnée. Et la connaissance, c'est vraiment cette connaissance, cette exposition de données qui a un impact direct sur le développement économique du secteur. Si on produit un spectacle et que personne ne sait qu'il existe, personne ne va y aller. Donc, on aura manqué vraiment cette rencontre, encore une fois, entre le spectacle et l'audience. C'est la même chose, c'est un petit peu plus prononcé en art de la scène, puisqu'un spectacle est quelque chose par nature d'un petit peu éphémère, même s'il y a plusieurs représentations. C'est sûr que, par exemple, dans le livre, le patrimoine, c'est différent, là, même si, par exemple, dans l'année de la nouveauté, de la sortie, il y a un effet waouh, peut-être qu'on peut toujours quand même retrouver le livre après, mais c'est sûr que ça a vraiment un impact direct. Donc, c'est vraiment crucial, finalement, que cette génération de données, d'une certaine façon ouverte, trouve son public à un bon moment et d'une certaine façon au bon moment, au bon endroit par le bon canal.
Les données descriptives, finalement, sont générées par des acteurs aux ressources limitées. Je pense que c'était beaucoup le thème de la conférence aussi, là. Donc, la production de la donnée de qualité n'est pas gratuite. Et en plus, en général, donc chaque acteur produit des données d'une certaine façon à court terme pour ses propres intérêts. Encore une fois, en culture, ça peut s'illustrer par de la découvrabilité, de la promotion. On peut vouloir générer de la donnée plus pour une perspective d'archives et de mémoire patrimoniale, au contraire pour de l'intelligence d'affaires. C'est des choses qui sont un petit peu différentes, qui peuvent se ressembler. Une donnée peut servir à plusieurs choses. Ce serait l'idée de produire à moindre coût pour maximiser donc, les potentiels. En même temps, à chaque fois, il y a des petites variations qui nécessitent toujours une petite réconciliation. Tous ces efforts au long de la chaîne de valeur, ça implique qu'il y a des inefficacités. Il y a des automatisations qui ne sont pas là, il y a des efforts en double, des manques, mais en même temps, ce sont des opportunités pour finalement pallier à tout ça. Donc, comme on le mentionnait, produire des données de qualité requiert vraiment du temps et des ressources. Et ce n'est pas forcément, encore une fois, le core business de certaines industries, d'autant plus du côté de la culture. Là, c'est d'une certaine façon de nouveaux outils à incorporer de la trousse numérique. On n'est pas natif de la production de données de qualité dans un environnement technologique changeant. Et en même temps, les données ouvertes ont de la valeur seulement lorsqu'elles sont utilisées et réutilisées. Autrement, c'est un petit peu produites, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles ont un peu, encore une fois, comme on le mentionnait tout au long de la conférence, donc l'impact, le bénéfice recherché. Et encore une fois, elles ont encore plus de valeur lorsque l'effort initial est vraiment amorti par une réutilisation, non pas une fois, mais à plusieurs fois. Je pense que je n'apprendrai à personne que les freins de l'utilisation des données ouvertes sont de connaître l'existence de la donnée. D'une certaine façon, on retrouve cette notion de découvrabilité de la donnée elle-même, finalement, une petite mise en abîme, la connaissance de leur existence, mais surtout parfois une inadéquation entre la disponibilité des données pertinentes aux besoins des usagers. C'est pour ça que d'une certaine façon, comme on le mentionnait aussi, il faut un petit peu prévoir l'usage de la donnée pour pouvoir produire la bonne donnée au bon moment, avec la bonne mise à jour et au bon degré de détail. Finalement, dans ce qui suit, je vais vous donner des exemples en culture sur l'usage des données, comme le mentionne le titre, pour en guider soit la création, soit l'ouverture. Ce sont tous des projets faits avec des partenaires. Nous, chez Synapse C, que je vais présenter là, on a la chance d'être partie prenante, encore une fois, mais ce sont des projets de partenaires que je présente à leur nom. Donc rapidement, même si Philippe l'a mentionné dans l'introduction, donc Synapse C, notre mission, c'est vraiment d'aider le milieu culturel à décrire, comprendre, prévoir le monde du public à partir des données. L'idée, c'est de mettre les données ensemble, mutualiser les données pour mettre les intelligences ensemble. On ne travaille pas en neurobiologie, même si le nom est Synapse. L'idée, c'est vraiment de faire travailler la donnée pour créer des croisements, les croisements créant l'innovation, de la créativité. Le C est pour culture, Canada, commun, on vous laisse libre d'interprétation. On a plusieurs axes de développement, donc beaucoup, encore une fois, dans l'ADN, cette mutualisation, cette exploitation d'une certaine façon collective des données. On est né du fait que les entreprises culturelles ont beaucoup plus de données qu'elles le croient. Elles sont sous-utilisées, ces actifs sont dormants. Comment un petit peu, finalement, collectivement, on peut tirer en fait, des bénéfices, comprendre des choses collectivement qu'on ne peut pas comprendre individuellement. On est beaucoup aussi dans le transfert des connaissances. L'idée, ce n'est pas de générer des données pour le but de générer des données, c'est de la transformer en action, qui n'est même pas une fin en tant que telle, une information pour une action, que ce soit donc des automatisations, c'est un bénéfice. On est beaucoup dans le transfert des connaissances. Cela passe aussi par beaucoup d'accompagnement et de formation. Encore une fois, la donnée, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Aussi bien les utiliser et encore moins d'en créer. Et enfin, on est aussi beaucoup dans la recherche partenariale, donc on joue beaucoup le rôle en fait d'ouvrir les entreprises culturelles à partager leurs données pour de la recherche ou pour la formation donc dans les universités avec donc des cours en maîtrise d'intelligence d'affaires ou en intelligence artificielle. C'est beaucoup de talents de demain qui n'ont pas forcément le réflexe, qui a énormément de défis en art et en culture. C'est une façon de sensibiliser également la relève de demain à tous ces enjeux-là. Donc, le premier projet que je vais vous présenter, c'est une collaboration avec le projet Dialogue que je vais présenter. Donc, le porteur de projet, le promoteur, ce sont vraiment les conseils régionaux de la culture. Je ne sais pas s'il y a un équivalent ici dans les autres provinces, et comme en Yukon, mais l'idée, c'est que chaque région du Québec a un conseil donc, de la culture. Et l'objectif, c'est vraiment donc, pour ces porteurs donc, de sensibiliser les acteurs, donc leurs membres régionaux, l'art de la scène, aux enjeux de développement pour la découvrabilité. Je ne vous ferai pas tout le débat sur la découvrabilité, il y a plusieurs dimensions, d'être trouvable, accessible, référençable, etc. Mais l'idée, c'est comment développer des jeux de données utiles dans un graphe de connaissances. Donc, ceux qui ont assisté donc, à la présentation aux présentations de Tammy
ou de Frédéric en sauront plus. Mais l'idée, c'est vraiment donc, comment on peut créer des données qui peuvent se lier facilement à d'autres données pour en fait multiplier les portes d'entrée un petit peu et d'une certaine façon découvrir quelque chose, encore une fois, qu'on ne cherchait pas forcément. Juste pour illustrer, par exemple, si votre prochain voyage, mettons, est à Tokyo et que finalement, dans un livre, on annote que le lieu d'action se passe à Tokyo, peut-être qu'on trouvera une liste de livres dont le lieu d'action se passe à Tokyo et c'est comme ça qu'on trouvera le livre qu'on ne cherchait pas forcément. Donc, les partenaires utilisateurs qu'on regarde, c'est vraiment donc, les membres des conseils régionaux de la culture. Donc, c'est un petit peu, par exemple, ici, toutes les salles de spectacle, etc. L'idée, c'est comment en fait créer des données à la source qui sont aptes à être ingérées, à être mises dans un graphe de connaissances, plutôt de créer les données, puis après, d'une certaine façon, les retravailler pour qu'elles puissent s'y intégrer. Donc, l'idée, finalement, c'est de faciliter ici l'enjeu technique à la source. Et le projet, donc, c'est vraiment, encore une fois, donc, une forme de littératie numérique de comment créer de la donnée de qualité par des acteurs, encore une fois, en culture, dont ce n'est pas donc, le métier de base. Donc, pour les outils de co-construction, donc ici, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais il y a beaucoup des notions de gouvernance de données, comment définir la qualité de la donnée, qui est en droit de la définir, etc. Quels sont les prérequis techniques? C'est beaucoup donc, de disciplines mêlées ensemble. Donc, le côté technique pour entrer dans les graphes de connaissances, le côté stratégique pour savoir est-ce que, par exemple, s'il y a un spectacle change de date, est-ce qu'on veut écraser la date? Est-ce qu'on veut garder donc, la traçabilité de ce qui s'est passé? Des choses comme ça. Il y a énormément d'enjeux et l'idée, c'est un petit peu de s'entendre et mêler toutes les disciplines. Donc, je vous présente juste rapidement ici donc, comment on aborde la gouvernance de données dans ce projet-là. Donc, comme tout est lié de la donnée, donc, par exemple, les requis de la qualité peuvent influer sur le cycle de la donnée, sur l'hébergement, qui a droit d'y accéder, qui peut corriger une donnée. On n'entrera pas dans le débat de Wikidata comme Frédéric ce matin. Et toutes ces questions-là, donc, finalement, on les a découpées pour en fait, les aborder ce qu'on appelle dans des domaines décisionnels. Donc, les domaines décisionnels, il y en a 5 qu'on a pris dans ce cadre de travail, ce framework. L'idée, c'est un petit peu de voir d'un point de vue stratégique quels sont les grands principes, pourquoi on veut générer de la donnée, pour quelles utilisations ou quelle non-utilisation, quel est l'environnement légal dans lequel on se trouve, la qualité qu'on le mentionnait, comment aussi bien documenter les données, comme je pense ça a été mentionné dans toutes les présentations, une donnée trouvable, mais aussi bien interprétée si elle est bien documentée, et également donc, qui a droit d'y accéder. Quels sont les risques? Quelle est la valeur d'affaires? Est-ce qu'on veut les sauvegarder? Est-ce qu'on veut juste les générer pour la découvrabilité puis après les oublier? Ou on veut aussi les générer, mais en même temps garder, par exemple, un usage potentiel donc, de mémoire patrimoniale. Donc, pour plus de détails, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a également une vidéo à la demande du projet de dialogue qui est dans le cadre de cette conférence-ci. Donc, je fais un petit peu du pouce là-dessus pour leur propre découvrabilité. Un deuxième projet donc, mené donc, avec ici le promoteur. Donc, je ne présente pas au nom du ministère de la Culture, mais encore une fois, j'ai la chance de faire partie d'un groupe de travail. Donc, c'est avec le plan culturel numérique du Québec, en particulier la mesure 111. Il y a plusieurs mesures donc, au Québec pour, dans l'intersection de la culture et de la transition numérique, on va dire. Et si l'objectif, c'est qu'il y a eu beaucoup de projets structurants qui ont été financés en termes de données en art de la scène. Et l'idée, c'est comment favoriser l'interopérabilité de ces projets-là, que chaque projet ne devienne pas lui-même finalement un silo qui ne parle pas aux autres, et comment on peut encore une fois donc, préserver les croisements de données ou anticiper des silos, puisque les projets évidemment évoluent avec l'environnement, les évolutions technologiques et les besoins. Donc le projet ici, c'est vraiment d'établir un référentiel commun de description pour les arts de la scène. Je vais m'expliquer. Donc, contrairement aux livres où c'est très normé, comment sont décrits les sujets, les livres, etc., en art de la scène, il n'y a pas vraiment une autorité qui décide. Est-ce qu'on divise donc les spectacles en théâtre, cirque, musique, chanson, même les genres à l'intérieur? Tout le monde a sa façon de voir les choses et c'est bien correct comme ça. Mais l'idée, c'est de trouver un langage commun, de se comprendre d'une certaine façon et comment on peut préserver ça. La problématique, comme on le mentionnait, c'est que justement différents projets existent. Et par exemple, d'un point de vue d'un producteur, peut-être qu'il veut son but, c'est de vendre le spectacle aux diffuseurs, aux salles de spectacle. Et encore une fois, il a ses propres enjeux, son objectif d'affaires d'une certaine façon. Les salles, elles, connaissent bien leurs audiences, ou au contraire, vont avoir des objectifs type être, mettons, un festival international et au contraire courtiser les touristes, même hors finalement des publics locaux, des enjeux de découvrabilité.
Il y a aussi des acteurs tiers, agrégateurs, par exemple des vitrines ou des agences de tourisme ou régionales, ou de développement économique. Il peut y avoir aussi des projets de plateformes technologiques qui vont faire de la recommandation. Dans ce cas, on est carrément dans l'intermédiation algorithmique. Donc, encore une fois, si ce sont les plateformes qui annotent, par exemple, on voit beaucoup en musique, qui définissent les genres des musiques, on perd presque un peu une forme de souveraineté de comment s'autodécrire. Également, en termes d'analyse, on peut vouloir comprendre les pratiques culturelles de manière longitudinale, d'un point de vue, par exemple, plus sociologique. En tout cas, il y a plusieurs façons, donc, encore une fois, d'écrire. Puis l'idée, c'est comment un petit peu on peut garder un espèce de langage commun de fond, entre guillemets. Et donc, donc, il y a un groupe de travail qui travaille vraiment à définir un ensemble minimal de données descriptives sur lesquelles on est d'accord, avec le bon degré de détail, c'est-à-dire assez neutre pour répondre à une variété de besoins, mais assez spécifique quand même pour pouvoir représenter tous les besoins primaires des projets, donc utilisateurs premiers. Donc, c'est vraiment travailler un équilibre, parce que c'est beaucoup de discussions entre les objectifs et laisser la pluralité des usages. Il y a les usages d'aujourd'hui, mais comment ne pas s'enfermer pour laisser la place aux usages de demain, entre guillemets. Puis également, donc, pour les notions de fiabilité, il y a beaucoup aussi la réutilisation d'identifiants uniques internationaux pour pouvoir justement garder une pérennité des choses. L'idée, encore une fois, c'est vraiment ici d'avoir une base commune pour le croisement de l'innovation, minimiser les efforts d'interopérabilité à la source, encore une fois, plutôt que de créer toutes des données, puis après, essayer de rentrer donc, un carré dans un rond. D'un point de vue plus spécifique, c'est peut-être un peu plus spécifique au Québec, mais c'est sûr qu'il y a la notion de générer une masse de données aussi francophones pour préserver la diversité des expressions culturelles, pour également, et d'un point de vue même technique, aussi pour l'entraînement de modèles. Donc, encore une fois, ici, c'est une démarche volontaire. Je tiens à préciser que, par exemple, ici, le ministère de la Culture, l'idée, c'est vraiment de vous proposer, encore une fois, un langage commun. L'idée, ce n'est même pas du tout coercitif. Là, c'est vraiment donc une approche qui est, entre guillemets, distribuée. Un troisième exemple que je vous donnerai, c'est un projet avec la Bibliothèque nationale des archives du Québec. Donc, leur contexte, c'est que c'est une institution publique qui est détentrice de plusieurs jeux de données, notamment, donc, il y a le service de traitement documentaire. Ils produisent énormément donc, de données descriptives de très haute qualité, mais qui ne parlent qu'aux bibliothécaires et dans des formats pas utilisables pour le commun des mortels. Ils ont beaucoup de demandes en tant qu'institution centrale, mais ils sont en ressources limitées comme toute institution. Donc, le projet ici, c'est d'évaluer la priorisation en fait, des jeux de données à ouvrir et sous quelle forme. Encore une fois, ce n'est pas qu'un jeu de données est ouvert, qu'il est accessible ou qu'il est utilisable. Et donc ici, il y a vraiment une recherche avec des utilisateurs potentiels, donc des associations sectorielles. C'est quoi les demandes les plus courantes? Quelles données sont utiles? Lesquelles le sont moins? Qu'est-ce qui vous manque? À quel degré de détail? Donc vraiment, ici, la problématique auquel on veut répondre, c'est d'identifier les jeux de données les plus intéressants pour répondre à la fois donc, au contexte de ressources limitées et répondre à leur mission publique aussi de transparence et d'institutions citoyennes, mais également d'identifier le degré de traitement nécessaire à la source pour maximiser l'utilisation et la réutilisation, comme on le mentionnait. Donc, la méthodologie, c'est finalement donc, beaucoup d'entrevues à la fois internes déjà, puisqu'il y a plusieurs directions pour identifier les jeux de données qui sont intéressants à ouvrir. Et quand on parle intéressant, c'est à la fois une notion donc, de valeur, des notions d'enjeux, est-ce qu'il y a des enjeux légaux, de conformité, de coûts de production également pour les équipes, mais également de qualité. C'est sûr qu'en tant qu'institution, ils veulent également préserver une certaine image de qualité. Ils ne vont pas ouvrir des données s'ils ne la considèrent pas de bonne qualité. Mais en même temps, est-ce qu'une qualité peut être suffisante pour les utilisateurs alors qu'elle ne serait pas pour eux-mêmes finalement? Il y a également des entrevues donc, encore une fois, avec des acteurs clés qui utilisent les données ouvertes, ceux qui n'en utilisent pas aussi pour comprendre quelles données manquantes, quelles données existent et intéressantes, mais quelles données aussi pourraient être intéressantes à ouvrir. Et là, vraiment, il y a des notions d'enjeux d'utilisation, d'enjeux d'intégration, de type d'utilisation, quels sont les freins, mais quels sont aussi les souhaits. L'idée étant un petit peu aussi de prioriser quelles sont les prochaines données à ouvrir. Finalement, c'est comme si finalement, en engageant les utilisateurs, l'institution en fait ne se casse pas la tête à voir lequel est intéressant, mais elle demande directement la question aux utilisateurs les plus probables et susceptibles. Donc, pour illustrer donc, les exemples de jeux de données qu'il y a par exemple par BNQ, c'est vraiment des notices d'autorité. Est-ce qu'on ouvre des notions de palmarès, mais même de palmarès québécois, francophones, des listes bibliographiques? Est-ce qu'on va vers même la donnée d'usage, pas juste à des descriptifs, des statistiques d'usage? Ça peut être des usages de prêt, de passage,
etc. Et vraiment, les résultats attendus, c'est vraiment, encore une fois, de maximiser l'impact des données qui sont déjà ouvertes ou qui seront ouvertes par l'institution, tout en gardant une certaine notion, finalement, de satisfaction donc, des partenaires pour lesquels ils ouvrent. Et pour ça, ça nécessite, finalement, de les connaître aussi, d'une certaine façon, d'aller à leur rencontre. Si je compare un petit peu les 3 exemples que je vous mentionnais, donc il y a différents enjeux. L'idée, c'est de générer à la source finalement correctement pour minimiser donc, des efforts a posteriori pour dialogue. La méthodologie, c'est de traduire les enjeux techniques, les vulgariser. Donc, ça passe beaucoup par de la formation et un support finalement pour les acteurs culturels qui génèrent des données. Et en termes d'utilisateurs et d'utilisation, l'idée, c'est vraiment, on commence par les associations régionales avec un ancrage multidisciplinaire pour espérer après, donc polliniser, entre guillemets, le milieu. Du côté de la mesure 111 avec le ministère de la Culture, c'est de proposer une interopérabilité des données pour conserver une pluralité des besoins et en même temps des potentiels. Ça passe par finalement un groupe de travail technique dans lequel je fais partie. Et l'idée après, comme je mentionnais, c'est pour une approche distribuée plutôt que centralisée, encore une fois. Les utilisateurs, le premier, ce sont les projets structurants et déjà financés, portés par le milieu. L'idée, c'est un petit peu de capitaliser sur un petit peu les fonds de stratégie numérique qu'il y a pour l'instant et qu'on ne sait pas s'ils vont durer. Ça reste une démarche volontaire. Pour BANQ, l'idée, c'est de prioriser les efforts et maximiser, encore une fois, l'utilisation de la réalisation. Ça passe par une méthodologie plus d'entrevue, qualitative, mais en même temps, après, de garder finalement un dialogue continu avec les acteurs internes et externes pour toujours, encore une fois, se comprendre. Et à terme, l'idée, c'est qu'ils vont se doter probablement d'une politique de gouvernance de données pour systématiser les demandes d'accès. L'idée, c'est qu'ils reçoivent énormément de demandes. Ils veulent un petit peu être moins la pièce, d'une certaine façon, et être un peu plus véloces aussi dans leur réponse. Et les utilisateurs ici, donc c'est à la fois des externes, mais également les directions internes. En termes d'observation, donc vraiment, donc on a la culture, la donnée descriptive est vraiment le fruit d'efforts donc de différents acteurs. Il y a comme 2 mouvements presque opposés. D'une certaine façon, il y a une concentration des acteurs, une certaine cohérence. Ceux qui ont de la vision, ceux qui ont les moyens, ceux qui sont un petit peu plus, on va dire, technologiques ou en support. Le deuxième mouvement, au contraire, c'est qu'il y a une multiplication des usages, aussi une appropriation des potentiels. Et l'idée, c'est un petit peu de trouver le point d'équilibre entre tout ça. Encore une fois, tous les acteurs ne sont pas natifs de la donnée, mais c'est une communauté apprenante très rapide. Et dans une optique de maximisation des efforts, co-construire la donnée avec des usagers de première heure permet vraiment d'amorcer cette circulation. Comme on l'a mentionné, la donnée n'a pas tant de valeur en soi, c'est lorsqu'elle est utilisée, lorsqu'elle est mise en contexte et mise en relation avec d'autres données qui lui créent son relief, son interprétation, sa valeur. Ça requiert énormément d'apprentissage, donc c'est à la fois, on peut le voir d'un point de vue très technologie de l'information, au contraire de l'éthique et de la gouvernance de données, donc ontologique même, et c'est vraiment finalement quelque part beaucoup de choses à intégrer, mais c'est beaucoup dans l'ADN des travailleurs culturels d'être un petit peu touche à tout, là, donc de toucher différentes disciplines, d'être finalement beaucoup apprenant. Et il y a des notions d'intermédiaire, de communauté de pratique par les pairs qui se créent, c'est très important, puisqu'encore une fois, donc, tout le monde, en fait, finalement, tout l'écosystème travaille à travailler sa donnée ouverte et personne ne peut tout faire tout seul. On est tous interdépendants. Il y a une nécessité donc, de faire partie en même temps de la conversation des données et voire même de tout ce qui est un peu intelligence artificielle pour une forme de souveraineté, de représentation, comme je le mentionnais. L'idée, c'est que les données, c'est une forme de représentation d'une certaine réalité. Et même si ce sont des enjeux techniques et ça paraît loin, c'est sûr qu'encore une fois, j'ai mentionné des institutions, des salles de spectacle, etc. Mais si on vient quasiment à l'artiste autoproduit, c'est sûr que ça lui paraît très, très loin dans sa palette de compétences. Mais c'est nécessaire de faire cet effort, de faire partie de la conversation. Et encore une fois, donc, il y a beaucoup quand même d'enjeux de diversité des expressions culturelles. Là, je pense plus aux grandes plateformes, etc. C'est sûr que si beaucoup d'œuvres locales sont faites, mais n'existent pas numériquement ou ne sont pas trouvables via des moyens numériques, il y a une rencontre qui ne se fait pas. Des observations plus globales, donc, comme les œuvres et les contenus, la donnée de la valeur que si elle est finalement vue et consommée et non isolée, à chaque œuvre son public, c'est un petit peu pareil pour les données, et il y a une forme d'intermédiation à trouver. C'est sûr qu'il y a un énorme effort initial qui est nécessaire en fait, pour imaginer et définir les usages pour lesquels on produirait cette donnée-là, donc l'utilisation primaire, entre guillemets, mais également anticiper et permettre la liaison et le croisement avec d'autres données externes pour une utilisation secondaire, et encore une fois, donc, des usages qu'on n'avait même pas prévus.
Et encore une fois, ici, on parle juste de descriptive. Là, on n'est pas dans la notion de consentement et de données d'usage, mais je pense qu'il y a beaucoup de parallèles donc, à y retrouver. Il est certain qu'il y a encore beaucoup d'enjeux structurels qui appartiennent peut-être pas au milieu. Donc, encore une fois, donc, toujours trouver le réflexe d'annoter, de documenter les données, d'être toujours en formation constante, mais trouver l'équilibre entre la dernière innovation technologique et pas non plus être toujours à jour. C'est un effort à soutenir dans le temps aussi. Oui, il faut le faire une fois, mais un petit peu en continu, je dirais même sur la fameuse transformation numérique. On a l'impression qu'on passe d'une chrysalide d'un papillon, on fait ça qu'une fois, mais dans le numérique, c'est en continu, c'est en constant changement. C'est sûr qu'il y a une notion finalement donc aussi de modèle d'affaires, de financement. Comme on le mentionnait, je pense que la devise de la conférence, c'est que les données ouvertes, c'est un investissement sociétal. D'une certaine façon, ça reste d'autant, ça se voit beaucoup plus en culture là, et comment ça peut être rendu viable dans le temps. Comme on le mentionnait donc, au Québec, au Conseil des arts du Canada, il y a énormément donc, de financement pour une forme de transition en ce moment. On se demande tous comment ça va continuer après pour soutenir cet effort initial-là, capitaliser là-dessus, être additif. Et enfin, encore une fois, donc, tout ça dans un contexte d'évolution constante des opportunités. Donc, l'idée, c'est un petit peu de trouver sa place, encore une fois, le point d'équilibre entre profiter, bénéficier un petit peu de l'innovation, mais pas non plus donc, se perdre dans les sirènes donc, de l'innovation. Enfin, donc c'est sûr qu'il y a beaucoup d'apprentissages qui viennent de la communauté des données ouvertes et on espère contribuer en retour par nos expériences. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup, Viette. S'il y a des questions, vous pouvez vous présenter à l'un des deux micros sur les côtés de la salle. Pas de mouvement dans la salle. Il n'y avait pas non plus de questions en ligne, donc je te remercie beaucoup, Viette. Ça va conclure cette session-ci. Et il va y avoir une pause de 15 minutes d'ici la prochaine session, en fait. Donc, voilà. Merci.